Donc, je vous présente Amandine Alessandra, qui est professeure à l'école de design de l'UQAM et membre du CELAT. Ses recherches portent sur les pratiques graphiques collectives entre performance et co-création, intéressée par l'apport de pratiques vernaculaires en typographie et par leur influence sur la création de sens. Elle organise des performances participatives typographiques en collaboration avec des architectes, des urbanistes, des enseignants-enseignantes, des éducateurs-éducatrices, des groupes d'aînés, d'enfants, d'adolescents, des activistes et des experts-expertes issus du milieu académique, en partenariat avec des institutions culturelles internationales, aussi bien qu'avec des organismes communautaires locaux. Sa présentation s'intitule « Placoter, une police de caractère montréalaise collective ». C'est Verdo qui... Bonjour. Merci déjà au CELAT pour l'organisation de, de ce beau colloque. Donc, en effet, ma recherche porte sur les pratiques graphiques, texte et images collectives entre performance et co-création. Donc, dans le cadre du projet Placoter, dont je vais vous parler, il s'agit de mettre en place une méthodologie pour faire émerger une pratique typographique collective qui dise le territoire de ses habitants et de ses habitantes, et qui permettent de l'écrire avec des formes graphiques qui lui ressemblent. Donc le projet Placoter prend ses origines en Angleterre, et plus exactement dans l'est de Londres, réputé pour sa diversité culturelle en 2014. J'avais déjà une pratique typographique expérimentale à l'époque, et je m'intéressais à la façon dont la forme des lettres pouvait elle aussi nous transmettre une partie du message, le colorer ou en influencer la lecture, la compréhension. Donc évidemment, si on écrit le même mot, comme mettons colloque du CELAT, en Comic Sans, en Helvetica ou en gothique, on n'aura pas du tout la même humeur qui va s'en dégager. Mais jusqu'où pouvons-nous aller avec la construction de sens, de contexte, par le biais des formes de lettres? Donc une amie architecte, Ruth Nieto Ferreira, marchait au bord du canal de son quartier de Londres quand ses jumelles de 4 ans se sont émerveillées de voir la lettre M apparaître par magie dans le toit d'une vieille usine. Elle lisait le bâtiment. Elles nous ont amenés, nous les adultes, à poser un regard typographique sur le paysage urbain non écrit. Donc connaissant mon intérêt pour la typographie hors papier et hors écran, Ruth Nieto Ferreira m'a invité à traduire avec elle ce nouveau jeu de manière à pouvoir le partager plus largement. Donc après avoir testé différentes formes, celle d'un abécédaire s'est imposée. Et nous l'avons pensé comme une chasse aux lettres que nous avons appelée The Big Letter Hunt. Ce projet est devenu un dialogue entre enfants, architectes, typographes et futurs lecteurs et lectrices autour du quartier qui était le nôtre. Une petite digression. Dans son projet daguerréotype, Agnès Varda fait le portrait de son quartier parisien de la rue Daguerre. Et à une époque où très peu de femmes étaient cinéastes, elle a choisi pour ce projet d'assumer les contraintes matérielles et familiales qui étaient liées à sa réalité de créatrice, en limitant son périmètre de travail à la longueur du câble d'alimentation de sa caméra, qu'elle faisait passer par la boîte aux lettres de chez elle, pour être sûre de ne pas aller trop loin et pouvoir régulièrement rentrer chez elle, allaiter son jeune enfant. Donc elle parle elle-même de ce cordon électrique comme d'un cordon ombilical, un lien entre le dedans et le dehors, entre sa propre famille et la communauté qui constituerait le paysage familier et familial. Donc elle a mis cette contrainte pratique au cœur de sa méthode d'investigation de l'hyperlocal, pour mettre en lumière la richesse et la complexité du tissu social de ce quartier, habitant par des migrants et migrantes régionaux et internationaux. Nous ne connaissions pas cette anecdote à l'époque, mais en plus de notre intérêt commun pour le tissu urbain local, où nous avions trouvé notre place, étrangère, comme une bonne partie des habitants et des habitantes du quartier, nous avions aussi des contraintes de temps et d'espace liées à nos situations familiales, ainsi qu'à la localisation et aux horaires très contraignants des garderies coopératives et participatives où étaient nos enfants, dont les journées s'arrêtaient à la mi-journée. Donc beaucoup de ce travail s'est fait avec un poupon dans le porte-bébé, un bambin dans une poussette, un appareil autour du cou. Et le fait de limiter notre terrain physique d'investigation permettait de se concentrer sur le détail, sur ce qu'on ne regarde pas habituellement, et d'en découvrir les spécificités architecturales et le potentiel graphique.
Donc le territoire sur lequel nous étendions nos chasses aux lettres était délimité par le temps de marche depuis notre quartier, dans un cercle dont le centre, plus ou moins consciemment, étaient les écoles et les garderies de nos enfants, auxquelles nous devions nous rendre donc assez tôt. Donc inconsciemment, nous avons intégré en creux nos réalités familiales à notre méthodologie d'investigation du paysage hyper local, même si finalement je ne m'en rends compte que maintenant à la relecture de ce projet. Donc pour rendre ces photographies attractives, engageantes pour un large public, et en particulier pour des enfants, on a un peu hésité sur les médiums et puis on se rend compte très vite qu'il y a très peu de livres pour enfants qui utilisent la photographie. Donc nous sommes allés voir une maison d'édition anglo-américaine qui nous demandait d'utiliser des photos de bâtiments aussi neutres que possible architecturalement pour que le livre trouve un écho des deux côtés de l'Atlantique. Mais en fait, c'était tout le contraire de ce qu'on voulait faire. Nous n'étions pas intéressés par une démarche globale, mais plus par les spécificités de notre ville, voire celles de notre quartier très populaire, très peu représentées dans la littérature jeunesse. Donc cela nous a amené à fonder notre maison d'édition indépendante, Tower Block Books. Et puis il était important pour nous que ce projet soit imprimé localement, là où la chasse aux lettres se déroulait. Donc on a fait appel à un imprimeur au cœur du quartier investigué, donc vraiment dans le cercle que je vous ai montré tantôt, qui utilisait une risographe. Une risographe, c'est un genre de machine, d'imprimante économique, c'est entre la sérigraphie et la photocopieuse. C'est une imprimante économique qui imprime avec des encres à base de riz et de soya, biodégradables. Et la riso n'imprime qu'une couleur à la fois. Donc on envoie un fichier en noir et blanc en disant par quelle couleur on veut remplacer le noir. Et il faut remettre le papier dans la machine autant de fois qu'on veut de couleurs. Ce qui fait qu'on se retrouve avec de légers décalages entre les couches, mais ce qui finalement a un charme qui est très recherché, ce léger décalage. Ce qui fait que chaque impression est presque un exemplaire unique en fait. Donc le résultat, The Big Letter Hunt in the East End of London, est un abécédaire qui fait se croiser les regards d'enfants, d'architectes, de typographes et d'habitants et de visiteurs sur le paysage de l'Est de Londres. Et sans un mot, ce livre d'images nous invite à une chasse au trésor architectural et typographique en deux couleurs, à la recherche de formes de lettres dans l'architecture tantôt traditionnelle, tantôt vernaculaire, de ce quartier populaire où les premiers logements sociaux du monde ont émergé de bidonvilles, où des prototypes brutalistes jouxtent des façades victoriennes. Donc indirectement, ce livre nous invite aussi à continuer le jeu lors de nos propres promenades et à observer les détails de ce qui nous entoure et à le partager avec la personne qui est près de nous. Quelques exemples. Ici, donc, comme je vous le disais, il s'agit d'un quartier populaire qui a beaucoup été bombardé pendant la guerre et reconstruit très rapidement de manière plus ou moins vernaculaire, avec des matériaux parfois assez bon marché, sûrement dû à l'urgence, comparé à d'autres quartiers à l'architecture strictement victorienne ou édouardienne de la capitale anglaise. Et on voit ici le gazomètre que les gens du quartier connaissent bien, parce que sa carcasse de métal habite le paysage, habite le ciel du quartier, mais ça évoque aussi le passé industriel des usines qui se transforment petit à petit en loft de luxe. Et dans ce livre, donc les adultes et les enfants peuvent reconnaître et observer l'architecture victorienne, les ajouts vernaculaires, les spécimens d'architecture brutaliste et les bâtiments plus récents. Et cette publication permet aussi aux enfants de retrouver dans un livre quelque chose qui ressemble à leur réalité londonienne et qui n'est pas encore une fois celle de Regent Street ou de Notting Hill. Donc ici on voit un M dessiné dans l'église brutaliste du quartier. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais le livre est imprimé en rouge et bleu. Je ne sais pas si c'est très évident ici. Et nous avons aussi cartographié nos trouvailles pour permettre aux lecteurs et aux lectrices de situer les bâtisses qu'il a peut-être reconnues. Donc ici, on peut voir le sommaire des bâtiments présentés dans le livre, dont beaucoup sont des logements sociaux ou des bâtiments publics qui font partie du paysage local, comme des écoles publiques, des hôpitaux. Ce ne sont pas des lieux touristiques, ce sont vraiment des endroits qui font partie de la vie des gens. Et voici la forme typographique résultante, une espèce de créature de Frankenstein, à l'image de ce quartier reconstruit. Et puis, je veux vous rassurer que ces publications ont été testées et approuvées par des experts. Et puis pour un autre livre, nous avons répété l'expérience dans le centre de Londres, cette fois-ci plus touristique, cette fois-ci avec une autre maison d'édition pour avoir une publication qui touchera un plus large public, en nous intéressant cependant aux bâtisses que l'on remarque moins dans le centre-ville et à leur spécificité architecturale. Donc ici on a le Brunswick Center, qui est l'une des premières structures brutalistes au Royaume-Uni, qui dessine un très beau N. Des bâtiments victoriens agrémentés de détails vernaculaires ajoutés sûrement dans les années 80 ou 70.
Ici, on voit la forme du B apparaître, et par ailleurs, j'ai eu la surprise et le plaisir de retrouver exactement la même cage d'escalier brutaliste à Montréal, mais aussi à Porto. Ici, un bâtiment iconique qui a été depuis détruit, qui devient W. Et puis cet abécédaire se termine par un glossaire qui explique différents termes architecturaux avec des mots accessibles à différents publics, et des anecdotes sur les bâtiments qui font ce quartier entre néoclassicisme et brutalisme. Donc on y apprend par exemple que les colombages du célèbre magasin Liberty ne sont pas si anciens et que le style Tudor y est en fait imité, ce qu'on appelle en français dans le texte du faux Tudor. Le bois utilisé pour la structure de la façade en teck et en chêne vient en fait de 2 navires de la marine royale déclassés, dont l'un faisait exactement la longueur et la hauteur du magasin actuel. Et puis on apprend aussi que le Millennium Bridge a dû fermer 2 ans le lendemain de son inauguration, car il s'est mis à balancer dangereusement, et que ses concepteurs sont les architectes Foster et Partners et le sculpteur Anthony Caro. Donc on se retrouve face à un livre conçu pour des enfants et des adultes qui est accessible à ces 2 publics, avec d'un côté un abécédaire et un texte en rime qui permet de se familiariser avec un certain vocabulaire propre à la ville et à l'architecture, tout en développant son sens de l'attention aux détails, et de l'autre des références qui permettent un engagement de geeks, designers et architectes, mais aussi de parents, d'habitants ou de visiteurs de la ville. Et puis cette pratique a été développée de façon à devenir plus collective que jamais. Nous avons notamment organisé un atelier typographique ambulant pour former un alphabet collectif. Donc au cours d'une promenade, un atelier qui mêlait artistes, familles, touristes, étudiants, retraités, locaux, postait des images de lettres glanées dans l'architecture tout au long de la promenade, les postait sur Twitter avec un mot-clic qui nous permettait de les retrouver par la suite. Et qui s'est fini par un débrief au pub où les gens mettaient leur téléphone sous leur serviette du pub pour détourer les lettres, parce qu'ils n'avaient pas envie d'attendre qu'on les vectorise plus tard. Puis ces lettres ont finalement été vectorisées en sortant du pub pour former cet alphabet à l'image d'un quartier démoli et reconstruit avec l'approche tantôt brutaliste, tantôt vernaculaire ou moderniste dont je vous parlais. Et puis tous les participants et toutes les participantes sont cités, sont crédités. Donc la police de caractère porte le nom des 2 quartiers que nous avons liés à pied, Shoreditch et Angel. Et en arrivant au Québec, la question d'une pratique typographique était collective, était plus que jamais au centre de ma recherche, mais difficile à concrétiser dans un contexte pandémique. Donc comment centrer son travail sur l'être ensemble quand c'est tout simplement interdit? Donc de fil en aiguille, j'ai réussi à impliquer ma collègue Ophélie Tremblay du département de didactique des langues de l'UQAM pour monter un projet commun autour de l'écriture que nous regardions chacune depuis la perspective de notre discipline, en croisant des notions d'écriture comme contenu et comme forme, mais toujours par l'angle de l'observation et de l'apprentissage ludique. Donc voici Ophélie Tremblay. Donc en plein confinement et à distance, j'ai ainsi pu concevoir avec elle un atelier d'écriture créative, donc écriture au sens large, à la fois de former des phrases, mais aussi de former des lettres pour former les phrases, dans le cadre de son cours portant sur l'approche expérientielle de contenu pédagogique qu'elle donnait à de futurs enseignants du primaire. Donc ça me permettait aussi de connaître une douzaine d'enseignantes au primaire d'un coup, sachant que j'aime beaucoup travailler aussi avec les enfants dans ce contexte typographique. Donc nous avons invité les participants à prendre une pause de Zoom, nous étions tous en Zoom, pour déambuler dans leurs quartiers respectifs et démarrer une collection de lettres accidentelles glanées photographiquement dans leur paysage montréalais. Après les avoir choisis ensemble, la deuxième partie de l'atelier consistait à rédiger un abécédaire à plusieurs voix. Et cette écriture a permis de contextualiser, de lier les lettres et leurs sons par une narration basée sur l'observation, l'anecdote, la rêverie, comme ces pensées qui nous viennent lors d'une déambulation solitaire. Donc beaucoup d'expressions utilisées sont québécoises, certaines structures aussi, comme descendre au quartier des festivals pour fêter. Et le travail se faisait à la fois dans la réalité de la ville et sur l'écran de manière synchrone, en expliquant aux autres le choix de ces mots. Donc une forme typographique s'en est dégagée, que nous avons appelée placoté, qui est l'un des mots utilisés dans la narration, qui reflétait à la fois la spécificité québécoise du parler utilisé, mais aussi de la forme des lettres qui découlaient directement de l'architecture de Montréal. Donc ainsi, placoté est une police de caractère née d'une démarche collective en écriture, menée entre un laboratoire de recherche typographique interdisciplinaire et des étudiantes finissantes du baccalauréat en éducation préscolaire. Et les participantes sont toutes des enseignantes maintenant, et plusieurs ont redéveloppé cet atelier dans leur classe en les contextualisant par rapport à des objectifs d'apprentissage précis. Par exemple, il y a toute une phase durant laquelle les élèves de première année apprennent le vocabulaire de la façade de la maison, et elles leur ont demandé d'appliquer ce jeu à leur propre façade.
Donc le jeu, commencé par 2 petites jumelles de 4 ans dans l'Est de Londres, s'est partagé sous la forme d'un livre et d'ateliers à des dizaines d'enfants qui jouent maintenant au Québec avec leurs parents et leurs enseignants. Et cette forme typographique a pu servir à donner forme aux mots que les participantes avaient associés les uns aux autres pour construire leur narration collective. Donc nous avons ainsi créé un spécimen typographique en édition limitée. Un spécimen, c'est un objet éditorial dans lequel on teste une forme typographique pour voir si elle est lisible. Celle-là n'est pas lisible, on l'a testée, elle n'est pas lisible. Mais ce n'est pas vraiment le propos en fait. Donc ce travail ludique, inspiré de pratiques psychogéographiques, a depuis été revisité par ces étudiants devenus enseignantes qui l'ont proposé à leurs élèves, comme je vous le disais. Ici, une cage d'escalier typiquement montréalaise qui devient un R. Et puis, on en a fait un site aussi que vous pourrez aller voir si vous voulez, qui s'appelle placoté.org, et sur lequel vous pouvez tester la forme typographique. Et puis, c'est une forme typographique qui est libre de droit, qui est open source, donc n'importe qui peut la télécharger et s'en servir. Si vous aviez l'idée folle et irraisonnable de vous en servir pour une publication en entier, vous pourriez tout à fait, même sans me demander. Et si vous téléchargez la forme typographique, vous verrez que tous les participants, toutes les participantes sont crédités. Et à chaque fois que moi je la montre, je les crédite toujours. Donc les voici d'ailleurs. Donc il y a autant les auxiliaires de recherche que les participantes des ateliers, que les collègues. Oui, et puis à l'automne dernier, le bureau du quartier latin a demandé à utiliser la police pour célébrer la communauté de l'UQAM, et je leur ai proposé de contextualiser le projet, après tout né de projets de travaux collectifs UQAMiens, et surtout d'afficher le nom de chacune des collaboratrices, comme je vous le disais, donc tout à droite. Et la boucle semblait bouclée, avec ces lettres trouvées sur des façades montréalaises, retournant aux façades montréalaises, mais aussi à la communauté qui les ont extraits du paysage quotidien pour en faire des éléments individuels, des lettres, et d'un langage commun, des mots. L'été dernier, j'ai été invitée à donner un atelier photo, cette fois, dans un centre communautaire de Ville-Marie. C'était sur la fierté de la pose et tout ce qu'on peut transmettre par une pose fière. Les participantes étaient des aînées de nouvelles arrivantes. Et forte de cette belle prise de contact avec cette communauté, je voudrais les inviter à croiser différentes technologies émergentes pour une chasse aux lettres dans Ville-Marie. Donc l'idée serait de regarder le territoire à travers les yeux de celles et ceux qui l'habitent, le voient changer, et d'inclure cette population dans le cadre d'un projet offrant aux aînés un contact créateur avec les technologies émergentes, donc impliquant une numérisation au lidar, c'est ce que je vous montre là, et de la réalité augmentée. Nous mènerons la déambulation ensemble et je les aiderai à numériser les lettres qu'ils et elles trouveront, tout en écoutant et en archivant leurs souvenirs propres à chaque lieu. Enfin, ils et elles seront invités à retrouver ces fragments de souvenirs du quartier en réalité augmentée dans le cadre d'une exposition de restitution qui inclura aussi des citations orales, enregistrées et typographiques. Et j'aime beaucoup penser que ce jeu, né du regard de 2 petites filles portugaises dans un quartier londonien, aura évolué jusqu'aux aînés et aux nouvelles arrivantes de Ville-Marie, comme une invitation à regarder à plusieurs et à lire la ville. Voilà, donc vous pouvez télécharger la police de caractère sur Placoté et voilà, donc merci beaucoup.